Bonjour, je m'appelle Baptiste Beauchard, je suis juriste chez J2M. J2M, c'est une plateforme qui s'est donnée pour rôle en fait d'accompagner les loueurs de meublés dans tous les aspects fiscaux, notamment de leur activité. Donc nous, notre action l'a centrée autour de deux termes qui, pour nous, en fait, définissent tout ce qu'on a envie de mettre en place pour ces loueurs, à savoir la simplification, leur permettre bien justement de pouvoir affronter des obligations déclaratives qui peuvent être plus importantes, qui peuvent être parfois difficiles à appréhender pour quelqu'un qui va commencer la location meublée. Nous, notre but, c'est vraiment de rendre ça simple. Et bien évidemment, la fiabilisation, on veut permettre aux leur de pouvoir se reposer sur nos services pour pouvoir justement gérer et leur comptabilité et leur déclaration fiscale. Donc c'est vraiment le rôle que nous sommes attribués, c'est un rôle que pour l'instant nous sommes très fiers d'exercer et d'avoir depuis plusieurs années. En témoigne d'ailleurs nos 120 000 liasses fiscales sans jamais aucun redressement que nous avons pu traiter au cours de ces années. Donc quelque chose dont nous sommes très heureux, et c'est vraiment aussi une mission que nous donnons non pas seulement envers nos clients, mais envers l'intégralité des loueurs, puisque nous mettons très régulièrement à disposition, que ce soit sur notre site internet, des articles, des vidéos, même plus récemment des podcasts qui visent vraiment à informer les loueurs sur tous les aspects de leur activité, certes en premier lieu la fiscalité, mais également la réglementation, tout l'aspect juridique de leur activité. On a la location meublée et on a la location non meublée. Quelles sont les principales différences? Alors en fait, entre location meublée et non meublée, c'est un peu compris dans le terme qu'on utilise, c'est une question en fait d'équipement du logement. Pour pouvoir être considéré comme un bien meublé, un bien doit regrouper un minimum de 11 équipements ou meubles qui sont listés dans un décret, le décret du 31 juillet 2015. Et en termes fiscal? Alors en termes fiscaux, en fait, ça va être très différent puisque contrairement à la location vide qui est imposée au titre des revenus fonciers, la location meublée en fait, est imposée selon le régime des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui va donc avoir une grosse incidence sur la fiscalité de ces deux types d'activités. Pour le locataire, ça ne change pas grand-chose, alors que pour le propriétaire, il y a une vraie différence sur ce niveau fiscal. Pour le locataire, effectivement, ça ne change pas grand-chose, alors si ce n'est que justement lui aussi va avoir plus d'options pour louer un bien, notamment pour les étudiants qui vont pouvoir justement avoir accès à des types de baux qui vont être spécifiques pour leur activité et leurs besoins. Par contre, pour le propriétaire, ça va changer beaucoup de choses, justement, c'est beaucoup plus de souplesse juridique, et c'est donc un régime plutôt différent. On va avoir évidemment souvent des délais de location plus courts, des procédures parfois plus courtes. Donc c'est évidemment un grand changement entre la location vide et la location meublée. C'est aussi quelque chose qui est très apprécié par les propriétaires de biens meublés, c'est justement cette souplesse juridique dont ils peuvent bénéficier par rapport à la location vide. Justement, sur la location meublée, on a le rapport Le Meur qui est sorti pendant l'été. Quels sont les points inquiétants pour les loueurs? Alors pour les loueurs de meublés, le point inquiétant, c'est cet objectif que voudrait fixer le rapport Le Meur, à savoir celui de cesser l'affiliation des loueurs de meublés justement à ce régime des bénéfices industriels et commerciaux, et à créer un régime commun entre les loueurs en location vide et les loueurs de biens meublés. Donc ensuite, ce rapport explore différents scénarios de réforme qui ont tous quand même comme point commun cette fin de l'affiliation au régime des bénéfices industriels et commerciaux. Donc chacun de ces scénarios, évidemment, peut être en partie inquiétant pour les loueurs. Le plus gros point, ce serait que 4 de ces scénarios, les scénarios 1 et 2 et leurs variantes, les scénarios 1 bis et 2 bis, prévoient la fin du mécanisme de l'amortissement pour les loueurs de meublés qui relèvent du régime réel d'imposition. Ce qui risque de ralentir les achats pour faire du meublé chez les propriétaires. À partir du moment où une activité devient moins intéressante fiscalement, forcément on peut justement réduire l'investissement. On sait aujourd'hui que l'immobilier, c'est un secteur d'investissement qui est assez privilégié par les Français. Ça peut être souvent l'occasion d'un premier investissement. Si aujourd'hui on a un investissement qui ne devient pas plus rentable que le placement dans certains fonds d'épargne ou dans d'autres solutions, il est tout à fait possible que des choix finalement se reportent sur d'autres méthodes d'épargne et que l'investissement dans le secteur immobilier chute. Dans ce rapport, il y a quand même des points avantageux. Alors, assez peu si on se place du point de vue du loueur en meublé. Globalement, la fin de l'amortissement, alors il y a une lumière d'espoir puisqu'il y a un troisième scénario qui envisage le maintien d'un procédé, d'un mécanisme d'amortissement qui serait cette fois-ci d'ailleurs commun aux loueurs en location vide et en location meublée. Sinon, effectivement, c'est un rapport qui prévoit globalement des régimes qui seraient moins favorables, justement, que le régime actuel, notamment pour les loueurs en meublé non professionnels, puisqu'il faut le rappeler, aujourd'hui, les loueurs qui ont la catégorie de loueurs qui ont le statut de loueur en meublé professionnel ne sont pas concernés. Seuls les loueurs en meublé non professionnels sont concernés par ce rapport.
Pour le locataire, il aura un changement? Alors pour le locataire, dans ce rapport, non. On parle uniquement de fiscalité. Par contre, on sait qu'entre-temps, dans le courant du mois d'août, il y a eu une lettre qui a été adressée par Gabriel Attal à différents présidents de groupes politiques, un pacte d'action pour les Français, dans lequel il y a des dispositions pour le logement. Et justement, c'est intéressant puisque dans cette lettre, on n'a pas de mention de ce rapport Le Meur ou d'une quelconque action sur la fiscalité. Par contre, on aurait des mentions, par exemple, sur peut-être la création d'un nouveau type de bail, un bail plus flexible, qui permettrait certainement eh bien, une meilleure organisation, de tenir plus compte des besoins à la fois des locataires et des bailleurs. Donc, pas dans ce rapport Le Meur, mais pour l'instant, pour les locataires, rien ne change. On parle souvent de location meublée de courte durée, mais aussi de longue durée. Quelle est la différence? Alors, encore une fois, c'est assez transparent. Cependant, effectivement, il peut y avoir parfois quelques petites approximations, quelques incompréhensions. Ce qu'il faut voir, surtout quand on va parler de location meublée de longue durée, on va entendre la location meublée à titre de résidence principale. Autrement dit, lorsque la personne qui vit dans le bien a vocation à en faire sa résidence principale, donc le lieu, c'est la résidence principale, est définie comme le lieu dans lequel on réside au moins 8 mois par an, sauf exception, raison professionnelle, raison de santé, force majeure, et dans lequel eh bien, on a le centre de ses intérêts. Donc la location souvent de longue durée, c'est quand eh bien, un locataire veut s'installer vraiment de manière durable dans un bien. Forcément, ces types de locations, ils vont être beaucoup plus encadrés par la loi, ils relèvent du régime de la loi du 6 juillet 1989. Là, on parle donc de ce qu'on va appeler la location de longue durée traditionnelle, donc avec un bail d'1 an reconductible tacitement, et également le bail étudiant, qui lui est à durée déterminée, mais qui relève du même régime. En courte durée, eh bien justement, à l'inverse, c'est la location dans laquelle le locataire n'a pas vocation à s'installer durablement. Donc c'est typiquement cette actualité de location touristique, avec souvent eh bien, un bail qui va être maximum de 3 mois, de 90 jours, non renouvelable, et évidemment, donc on peut en conclure autant qu'on veut, mais jamais pour le même locataire. C'est le but, que le locataire ne puisse pas s'installer. Il vient pour eh bien, des besoins récréatifs. À la frontière entre les deux, on a un type de bail qui s'appelle le bail mobilité, qui est considéré comme de la location de courte durée, puisque en réalité, eh bien, il permet de conclure un bail d'une durée allant de 1 à 10 mois. C'est pour les besoins des professionnels en mobilité. Donc on peut avoir des durées de location plus courtes, d'1 à 2 mois ou de 9 à 10 mois. Donc là, en fait, c'est un bail qui, même s'il est considéré de courte durée, va en partie dépendre de la loi du 6 juillet 1989. Donc même si la loi le définit comme comme une location de courte durée, il est plutôt quand même à affilier au régime des locations de longue durée, donc à titre de résidence principale. Sur un bail à longue durée, si on veut changer de locataire, on est un peu bloqué par la loi? Alors c'est un plus difficile en fait. Pour mettre fin à un contrat de location sur un bail de longue durée à titre de résidence principale, déjà le locataire a une contrainte, c'est un certain délai de préavis. Le propriétaire doit eh bien, prévenir son locataire au minimum 3 mois avant la date d'échéance du bail. On voit quand même que du coup en location meublée c'est un petit peu plus favorable qu'en location vide, puisque la durée normale d'un bail de location de longue durée en meublé, c'est 1 an renouvelable. Donc, ce qui veut dire que le propriétaire a quand même une opportunité tous les ans, là où en location vide c'est 3 ans. Donc il y a une opportunité de récupération là tous les 3 ans. Sauf qu'il ne suffit pas de respecter cette durée, simplement ce préavis de 3 mois, il faut un motif légitime et sérieux. Donc c'est par exemple, ça peut être la volonté de reprendre le bien pour le vendre, ça peut être la volonté de s'y installer soi-même, un de ses enfants, un conjoint, un parent, mais donc effectivement quand même on ne peut pas récupérer un bien tel quel, sachant que parfois il y a en plus des règles supplémentaires qui s'appliquent avec la protection de certains locataires qui pourraient être plus âgés. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais ça reste quand même plus simple qu'en location vide, du moins il y a des opportunités de manière plus régulière. Pour revenir sur le rapport Le Meur, entre le rapport, une proposition de loi, une mise en place de la loi, quelle est la démarche qui se passe? Alors, un rapport, en réalité, c'est informatif. C'est un rapport qui a été commandé, donc par exemple le rapport Le Meur, il a été commandé en décembre 2023, rendu en mai de 2024 et rendu public en juillet 2024. C'est un rapport, il ne peut très bien ne pas être suivi des faits. Par exemple, il y avait déjà un rapport sur la fiscalité locative bien plus complet, d'ailleurs bien plus conséquent, qui avait été fait en 2016, qui n'avait débouché sur aucun changement ni rien. Donc vraiment, un rapport n'est pas engageant. Ce n'est pas parce qu'il y a un rapport qu'il va y avoir ensuite une production législative. Ce qui peut se passer à la suite de ce rapport, c'est qu'il faut qu'il y ait ou un projet de loi, une proposition de loi qui soit donc mise au goût du jour, et puis ensuite c'est les étapes classiques de l'adoption de texte législatif, passage devant l'Assemblée nationale, passage devant le Sénat, si désaccord, un nouveau passage, ou bien, si procédure accélérée, directement un passage devant une commission. Donc c'est quoi qu'il arrive, quelque chose qui s'est fait sur le temps long, et puis ensuite, même si une loi voit le jour, il y aurait certainement, surtout s'il y avait des changements d'ampleur,
eh bien une question de délai de mise en application, d'application progressive. Le rapport Lemeur d'ailleurs propose, lorsqu'il décrit tous ces scénarios de réforme, propose des mises en application progressives de cette réforme. On ne peut pas quand même d'un seul coup mettre fin à un système qui est vieux de plusieurs décennies comme ça en quelques mois. C'est quelque chose qui peut un peu rassurer les propriétaires, c'est que c'est un rapport, c'est pas quelque chose encore de concret et qui sera mis en place à l'avenir. Alors tout à fait, en fait il faut vraiment se départir, alors peut-être de l'effet un petit peu choc, de l'effet d'annonce aussi de ce rapport. C'est vrai que quand on a sa lecture, il peut un petit peu inquiéter. Pour autant, encore une fois, ce rapport pour l'instant c'est un rapport, ce n'est pas encore une proposition de loi, et même s'il devait ensuite initier une proposition de loi, initier tout un processus législatif, il faudrait bien comparer le contenu déjà du rapport et de la proposition de loi, et puis ensuite le contenu final de la loi qui serait votée, puisqu'encore une fois, il faut quand même que la loi soit votée, il y aurait forcément des amendements à la clé. On sait aussi qu'aujourd'hui on est dans un paysage politique qui est quand même assez fragmenté entre des blocs pour lesquels la question fiscale n'est pas nécessairement celle qui est la plus susceptible de créer des compromis. Donc ce serait quoi qu'il arrive déjà des arguments pour dire que la temporalité serait très longue, et puis en plus il faudrait voir le contenu de ce rapport. Là on n'est pas face à un rapport qui nous dit maintenant, demain ça va changer sur ce terme-là. Preuve en est, c'est que ce rapport lui-même propose plusieurs scénarios. Donc il n'y a même pas forcément un moyen d'action qui va être privilégié. Alors pour autant, ce rapport ne doit peut-être pas faire oublier à certaines catégories de loueurs que pour eux il y a quand même un changement qui se profile à l'horizon. Là je parle bien entendu des loueurs de meublés de tourisme, donc qui louent sur la courte durée, puisque, justement, Anaïg Lemeur, qui était à la tête de ce rapport Lemeur, elle est aussi à la tête de la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. On l'appelle souvent plus communément la loi anti-Airbnb. Cette proposition de loi, elle a été un petit peu mise en pause par la dissolution de l'Assemblée nationale, puisqu'elle avait été votée à l'Assemblée nationale en janvier 2024, votée au Sénat en mai 2024. Il lui restait à passer en commission. Évidemment, là, ça a été en pause, donc il faudra un peu suivre à quel moment elle pourrait revenir sur le devant de la scène, mais elle pourrait impliquer un certain nombre de changements pour les loueurs de courte durée, donc les loueurs de meubles et tourisme. Il y a un article qui parle de fiscalité dans cette loi, et puis on sait aussi que la fiscalité des meubles et tourisme, elle est revenue sur le devant de la scène à l'occasion de la loi de finances 2024. Elle pourrait d'ailleurs, puisqu'il y a eu quelques peut-être approximations, quelques interrogations sur le texte de la loi de finances, cela pourrait justement être un volet qui serait précisé par la loi de finances 2025. Donc, pour le coup, c'est un sujet qui est à suivre, notamment pour les loueurs de meubles et de tourisme, avec peut-être quelques initiatives qu'il faut prendre à l'avance pour essayer de se parer à tout changement. L'une d'entre elles, ça peut être, parce qu'on le sait, pour l'instant, ces initiatives qui visent à transformer la fiscalité du meuble et de tourisme, elles ne visent que le régime microbique, et non pas le régime réel, celui justement qui permet de bénéficier de l'amortissement et de la déduction des charges au réel. Donc peut-être qu'ils peuvent envisager un changement de régime, ça peut être très avantageux pour eux. Certains fonctionnent depuis des années au microbique, alors que, même si le microbique était très intéressant, pour avoir tout intérêt à passer au réel. Donc c'est bien quand même, sans paniquer, de simplement se tenir informé, de suivre l'actualité, et d'essayer, justement, mieux vaut prévenir que guérir, donc de se poser les questions de quelle pourrait être la meilleure stratégie pour conserver justement une bonne rentabilité, que l'investissement soit favorable à tous les loueurs.